La responsabilité sociétale des entreprises est un fait majeur de la vie des sociétés aujourd'hui. C'est un fait envahissant, c'est un fait préoccupant et c'est un fait déterminant leur avenir. Il est intéressant de replacer ce phénomène dans l'évolution générale que nous vivons, marquée évidemment par les technologies. Alors, les nouvelles technologies ont ouvert ce que je pense être une deuxième renaissance, et elles sont tellement rapides dans leur implantation, tellement invasives dans la vie sociale, qu'en réalité, c'est une renaissance qui est également une révolution. Et nous vivons à la fois les splendeurs de la Renaissance. Les splendeurs sont différentes aujourd'hui. Elles sont, par exemple, le phénomène le plus bouleversant que l'on puisse voir, c'est que dans notre poche, nous avons là 90% du savoir humain, partout, toujours, gratuitement, à jour. C'est absolument bouleversant, c'est une nouveauté totale. Et nos vies aujourd'hui se transforment d'une vie où le temps de recherche de l'information était long et d'une efficacité moyenne en un temps de recherche extrêmement réduit et extrêmement efficace. Vous travaillez à 2 heures du matin, vous avez besoin d'un livre que vous n'avez pas sous la main, vous pouvez, avec votre tablette, l'avoir en 1 minute et demie. Un livre américain, un livre espagnol, ce que vous voulez, vous l'avez sous la main. Ça, c'est une révolution absolument bouleversante. Et les technos nous ont amené évidemment énormément d'autres révolutions. Mais on vit aussi les excès des révolutions. Nous voyons comment sont contestées les pratiques des grandes sociétés des technologies, les GAFA, comment on conteste l'utilisation qu'elles font des informations personnelles qu'elles obtiennent sur nous, à notre su ou à notre insu. On voit bien toutes les discussions que cela ouvre. On voit comment, dans les réseaux sociaux, des gens se font lyncher. C'est vraiment le terme, se font lyncher par un jury populaire qui n'a aucune pratique de ce qu'est le jugement. Donc on voit comment des personnes sont inquiètes sur leur situation parce qu'ils craignent que les robots ne les remplacent. Donc on vit également une évolution tellement rapide qu'elle a des côtés inquiétants. Cette explosion des technologies a donc créé cette deuxième renaissance, essentiellement du fait d'Internet, car les renaissances se font quand on change profondément la relation de l'homme au savoir. La première renaissance, du XIVe siècle au XVIe siècle, se fait parce qu'il y a des idées nouvelles qui arrivent, en Italie, à Florence, qui arrivent en France, qui arrivent en Allemagne, qui arrivent en Hollande, mais surtout, je pense que le phénomène le plus déterminant, c'est l'invention par Gutenberg en 1448 de l'imprimerie à caractère mobile. Cette invention diabolique va permettre d'extraire le savoir qui se trouve essentiellement dans les mains de l'Église, dans les monastères et dans les universités qui sont sous son contrôle, et de le mettre dans des livres. L'Église ne va pas perdre son savoir, mais maintenant ce savoir est répandu rapidement partout. La conséquence ne tarde pas, l'homme remplace Dieu dans la référence sociale et intellectuelle. Dieu ne meurt pas, mais il rentre davantage dans la sphère privée. L'humanisme est né. Alors le livre est un véhicule exponentiel de savoir, extraordinaire, qui crée une effervescence intellectuelle magnifique en Europe, mais ce n'est pas un véhicule universel, car il est réservé aux lettrés. À l'époque, les lettrés sont rares, ils vont se développer dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et ils redeviennent malheureusement, sinon rares, du moins pas universels. Et donc on voit que cette première renaissance est une renaissance qui bénéficie en grande partie à l'élite. Maintenant, nous vivons une deuxième renaissance qui a la même origine. On avait pris le savoir dans l'Église, on l'a mis dans les livres, maintenant on le prend dans les livres, on le met dans les smartphones. C'est-à-dire que quasiment une majorité des hommes de la Terre, 4 milliards d'hommes, ont accès à ce savoir
90% du savoir est là-dedans. Et comme je le disais, il est universel, il est global, il est gratuit, il est immédiat, il est à jour. Et alors, au-delà de cet accès au savoir, le phénomène encore plus révolutionnaire, c'est que chacun peut s'exprimer et diffuser largement ses positions, ses analyses. Et donc, les hommes sans distinction sont en train de remplacer l'élite comme centre de la société. Le panhumanisme est né. Le panhumanisme est absolument disruptif. C'est un transfert de pouvoir incroyable. Il est majeur, il est disruptif, il est durable. Il sera de plus en plus puissant, car aujourd'hui désorganisé, il va s'organiser. Il changera tous les domaines de la société, y compris ces institutions politiques qui, nous le voyons bien aujourd'hui, ne sont plus adaptées. Nos hommes politiques courent après les réseaux sociaux, que pense telle classe de la société, telle communauté, etc. On voit bien qu'il y a aujourd'hui une inadaptation des institutions de la société au mode de communication. Ce panhumanisme exprime des attentes nouvelles. Les aspirations des hommes évoluent, et vous connaissez la pyramide de Maslow, qui vous montre que les hommes successivement cherchent à satisfaire d'abord, bien entendu, leurs besoins physiologiques, ensuite leurs besoins de sécurité, ensuite leurs besoins d'appartenance. Ceci fait, ils veulent accéder, ils ont un besoin d'estime, d'être estimés, d'être reconnus, et enfin, et on en est là, pour beaucoup, ils veulent que leur vie ait du sens. Et les sociétés suivent évidemment les aspirations des hommes, et on voit bien qu'aujourd'hui, ce mot du sens est partout, chez les gens au travail en particulier. Ils veulent du sens et de l'estime. Ceci est le résultat du succès et des limites de la société de consommation. La société de consommation a comblé beaucoup des besoins physiologiques, l'essentiel, dans nos sociétés, bien entendu. Dans nos sociétés, les besoins physiologiques sont remplis, les besoins de sécurité également, même si on a quelques inquiétudes, et les besoins d'appartenance, les gens ont des familles, appartiennent à des entreprises, vivent en groupe, tout ceci est assuré. Mais maintenant, les hommes perçoivent les limites. Les limites, c'est, ils commencent à ressentir la vanité d'un certain mode de vie et de consommation. Et le Covid est un accélérateur formidable des idées. Et par rapport à la consommation, on voit bien que les gens, on voit partout des articles, des témoignages de femmes qui disent « je n'ai pas acheté de robe depuis un an, je m'en porte très bien ». On voit bien qu'il y a des changements d'appréciation par rapport à la consommation. Deux, certainement, la facilité de communication et d'accès à l'information a augmenté de façon majeure la sensibilité aux enjeux sociaux. On accepte moins, on voit les migrants qui se noient, on les voit se noyer. Enfin, c'est comme ça. Et donc, bien entendu, notre sensibilité s'augmente au fur et à mesure des images. Et enfin, il y a une conscience majeure, c'est la mise en péril de la planète, liée quand même à la société de consommation. Donc, on voit les bénéfices de la société de consommation qui sont énormes, mais on commence à en percevoir les limites. Nous sommes en train de changer de société. On était à la société de consommation qui nous devait le bien-être. Et nous passons à la société post-conso qui nous doit le mieux-être. Dans tout ça, la RSE est une des expressions majeures de ce mouvement de fond du panhumanisme. C'est le transfert vers les entreprises de responsabilités nouvelles, la responsabilité de répondre à ces attentes, dont certaines étaient d'ailleurs celles de l'État. Et les entreprises aujourd'hui se trouvent prises dans la responsabilité évidemment du social, de la diversité, de l'éthique, de l'inclusion, de la protection de la planète, de la diminution, voire de la disparition de l'émission de CO2, ou du moins de sa compensation, de l'empreinte écologique, de la gouvernance, etc.
Donc l'entreprise se trouve d'un coup responsabilité sur des sujets extrêmement divers, dont beaucoup sont extrêmement difficiles à traiter. Et donc c'est vraiment un poids nouveau qui arrive sur elle, une mission nouvelle dont elle est investie. En même temps, du fait de la facilité d'expression dont on a parlé, chacun peut s'exprimer, les parties prenantes dans l'entreprise se multiplient. Les salariés, bien entendu, étaient là et c'était usuel, les syndicats de même. Mais aujourd'hui, par exemple, très important, les candidats à l'emploi sont devenus beaucoup plus sélectifs et ils veulent des sociétés qui leur donnent du sens. C'est une donnée nouvelle, mais majeure pour les entreprises qui voudront avoir les meilleurs. Et donc là, c'est un vrai challenge. Les actionnaires de plus en plus s'intéressent à comment la société gère la responsabilité sociétale. Je ne parle pas des fonds spécialisés, dits fonds durables, dits fonds éthiques, qui ne vont que dans des sociétés qui leur donnent l'impression ou qui sont impeccables en la matière, mais tous les actionnaires aujourd'hui ont déjà des phénomènes d'exclusion. Certains vont vous dire « je n'investis pas dans les sociétés qui produisent des armes, je n'investis pas dans les sociétés qui polluent, je n'investis pas... » Voilà. Donc, on s'aperçoit que les actionnaires s'expriment et sont de plus en plus présents dans cette dimension-là de l'entreprise et pas uniquement dans la dimension rentabilité, dividende, cours. Les proxys, on va y revenir, les proxys, c'est-à-dire ces sociétés qui donnent des conseils sur les votes aux assemblées générales, sont de plus en plus importantes et ont un impact de plus en plus fort sur le management des entreprises. Les ONG, l'État, les groupes d'intérêt, les fournisseurs veulent que, ils sont tenus légalement, vous soyez correct du point de vue de la responsabilité sociétale. Et donc, ils vont faire des audits chez vous pour s'assurer que vous respectez cette dimension-là, sans parler des clients qui, de plus en plus, et grâce aux réseaux sociaux, veulent des produits par des sociétés qui respectent le social, qui respectent l'environnement, etc. Donc le jeu, quand même, devient de plus en plus complexe. Donc toutes ces parties prenantes ont le pouvoir maintenant de s'exprimer sur l'entreprise et ça apporte le meilleur et le pire. Le meilleur, c'est la transparence. C'est clair qu'aujourd'hui, il est peu d'événements, peu de décisions, peu de faits dont on peut s'assurer qu'ils restent confidentiels. Ils vont sortir dans les réseaux sociaux, sur des sites plus ou moins dissimulés, mais le risque de voir un événement sortir est majeur et donc il y a un effet réellement moralisateur car on ne peut plus compter sur la confidentialité d'un événement. 2, les réseaux sociaux permettent d'exprimer les attentes. Les entreprises dépensent des sommes importantes auprès d'agences spécialisées qui passent leur temps à naviguer sur les réseaux sociaux pour voir ce que les gens pensent de tel ou tel produit, de tel autre produit. Et donc c'est une source de connaissance du consommateur extrêmement importante. Et ça, c'est un enrichissement réel car on voit l'expression directe de la réaction des gens à vos produits. 2, il y a la dénonciation des erreurs. Je dis bien pas des fautes, des erreurs. Et donc on voit comment les gens ont mal vécu tel aspect du produit, telle fonctionnalité, telle présentation. C'est donc une source formidable également d'amélioration. Et enfin, il y a la publicité des vertus. Les réseaux sociaux ne sont pas que négatifs. Ils font également la louange des produits et des hommes et des femmes qu'ils trouvent remarquables. Ça, c'est le côté le meilleur. Il y a le pire. Le pire, c'est que, évidemment, ces réseaux et ces modes de communication où tout le monde peut communiquer facilitent la désinformation, facilitent la diffamation. Facilite la concurrence déloyale. Il y a des gens qui en profitent pour attaquer les produits des concurrents sous des faux-nez, favorisent le harcèlement, favorisent les ayatollahs. On le voit lorsqu'il y a des polémiques, il y a des gens qui prennent des positions d'ayatollahs, on le verra avec les proxys tout à l'heure, favorisent le tribunal populaire, et ça, c'est vraiment ce qu'il y a à corriger dans notre société. Les enjeux majeurs pour les entreprises deviennent ainsi les risques réputationnels. On l'a vu, l'accès aux capitaux.
les investisseurs vont me juger sur le caractère durable, éthique de mon activité. L'accès au pouvoir, les proxys peuvent chercher à écarter du pouvoir des dirigeants parmi les plus remarquables. Cette année, il y a une semaine, un des plus grands proxys du monde, ISS, qui est le premier proxy du monde, a recommandé de ne pas voter pour le renouvellement au conseil d'administration de Daniel Julien, fondateur et président, directeur général de Téléperformance. Il a créé l'entreprise il y a 42 ans. Elle emploie aujourd'hui 380 000 personnes. Elle a son cours en bourse sur 40 ans, c'est une exponentielle. Au cours de l'année dernière, le cours a doublé. L'année du Covid s'est très bien passée, tant du point de vue social, et il a eu là-dessus des reconnaissances, que du point de vue économique. Et pour le premier trimestre 2021, il a annoncé 35% de chiffre d'affaires de plus et 50% d'EBITDA de plus. Et bien néanmoins, ISS a dit, ne renouvelez pas le mandat de ce monsieur, parce que on a une doxa, c'est qu'il ne doit plus y avoir de président, directeurs généraux, il doit y avoir un président et un directeur général. Et c'est clair que, bon, un monsieur qui a créé l'entreprise et qui la gère comme cela, je ne sais pas s'il faut intervenir et juger comme cela, on est devant des ayatollahs. Et donc maintenant, quand même, ces problèmes réputationnels deviennent un problème d'accès au pouvoir ou de maintien au pouvoir. Il y a également l'accès au marché, on l'a dit, les consommateurs veulent des produits d'entreprises éthiques. Et dans le B2B, on doit s'assurer que ces fournisseurs sont corrects. Et l'accès au talent, c'est peut-être le point le plus important. On n'aura pas d'accès au talent important si on ne donne pas du sens au travail. Alors je pense qu'il y a en face de cet ensemble d'éléments extraordinairement positifs et dangereux, il y a deux points qu'il faut vraiment essayer de régler le plus rapidement possible. Ce ne sera pas immédiat. C'est un, de modérer la liberté d'expression. Elle doit être encadrée, elle doit devenir responsable. Car d'un côté, on a des entreprises responsables qui vont payer par leur réputation, qui vont payer éventuellement judiciairement. Et d'un autre côté, on a tout un chacun qui peut s'exprimer de façon irresponsable. Je pense que tout cela va se normaliser parce que les hommes ont toujours fait, après des excès de liberté, ont toujours appris à encadrer leur liberté. Mais ceci reste à faire aujourd'hui dans le cadre du panhumanisme. Ça, c'est un point essentiel. Le deuxième point, c'est que dans cette notion de société RSE, il y a un conflit entre l'objectif de rentabilité, qui est l'objectif traditionnel de la société, et les objectifs liés à la RSE. Et on vient de le voir, ça a été caricaturé dans l'affaire Danone, où le management, où le dirigeant a été écarté parce qu'on a trouvé qu'il avait fait, les actionnaires ont trouvé qu'il avait fait une mauvaise répartition entre les deux objectifs. Donc là, ça va être un point important des années qui viennent. Les opportunités sont immenses là-dedans. On est en train de redéfinir l'entreprise. L'entreprise était un acteur économique, il devient un acteur économique et politique. Car décider de réduire le CO2, c'est faire de la politique. Car décider d'entreprendre telle mesure sociale ou telle assistance aux pays sous-développés, c'est faire de la politique. On voit un véritable transfert. Donc l'impact des entreprises va augmenter. L'accession, elles vont accéder à un véritable pouvoir politique qui vient un peu combler la défiance envers les États, envers les gouvernements qui se montrent trop souvent de plus en plus inefficaces. Et enfin, l'opportunité, c'est que quand on dit on va donner du sens au travail, c'est clair que la relation avec les salariés va s'enrichir de façon tout à fait exceptionnelle. Le risque, c'est l'excès de zèle. La condition du succès de la renaissance que nous vivons, c'est le réalisme. Aujourd'hui, on est dans un effet de mode, on est dans un effet de surenchère, on le voit bien, les partis politiques, les syndicats, tout le monde fait la surenchère là-dessus. Les idées sont nouvelles, elles sont séduisantes, on est quand même dans des pays extrêmement riches, on a des préoccupations de riches, il ne faut pas se le cacher. Tout nous semble permis,
Mais là, quand même, il va falloir faire attention pour deux raisons. C'est que, un, pour les multinationales, il faudra s'adapter aux contextes locaux. On ne peut pas appliquer nos normes aux contextes locaux. Et deux, plus grave, il faudra prendre en compte la concurrence globale. Car il faut trouver l'équilibre entre la poursuite des buts RSE et le respect de la compétitivité des entreprises. Donc le réalisme, avec tout ce qu'il demande de courage, d'intelligence, va être la clé du succès. Les technos engendrent la responsabilité sociétale des entreprises, ça leur donne une nouvelle dimension, on redéfinit totalement l'entreprise, mais aujourd'hui l'effet de mode et de surenchère est dangereux. Ça devient trop lourd, ça devient en gouvernance, on en est quand même en gouvernance, il y a le rapport du conseil d'administration à l'Assemblée, puis il y a le rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du conseil d'administration. Je veux dire, on rentre dans des organisations qui ne sont pas réalistes. Le réalisme doit s'imposer au risque de créer des lourdeurs qui pourront devenir dangereuses, voire très dangereuses. Par contre, si on est réaliste, un avenir augmenté, réellement augmenté, est promis aux entreprises.